C'est l'une des mers les plus hostiles et les plus froides du globe. Quand le Silver Spray s'y risque, c'est toujours chargé jusqu'à la gueule de Casia Crab. 35 mètres de long pour 10 de large, ce bateau est spécialement conçu pour la mer de Bering, à l'ouest de l'Alaska. Sur le pont, 6 bonhommes prêts à tout pour un paquet de dollars. Je vais d'abord enlever les chaînes des casiers du haut. Non, on commence par ceux qui sont en premier, là. Ouais, tu peux le faire. Ils sont perchés à 10 mètres au-dessus du pont, sans casque ni harnais. C'est le poste le plus dangereux ici. Tu peux te faire assommer par la grue et être balancé à la mer. On n'aime pas trop les gilets de sauvetage, mais des fois on est obligé de les mettre. Dégage de là! Ici, il faut toujours être concentré. La moindre erreur, c'est la mort. Chacun de ces casiers pèse plus de 300 kilos. Des pièges à crabes, balancés à 100 mètres de profondeur. Quand on jette le casier à l'eau, il faut faire attention à ne pas se prendre un pied dans le cordage. Sinon, tu passes à la mer avec le casier. C'est déjà arrivé à d'autres marins. Il faut toujours vérifier où on met les pieds. Fais gaffe. Fractures, déchirures musculaires ou plaies ouvertes, tous ces marins se sont déjà blessés au moins une fois. Mais ils reviennent, car en 2 semaines de mer, ils empochent chacun 20 000 €, le salaire de la peur. Ce qu'ils remontent des profondeurs vaut de l'or. C'est le plus cher et le plus grand crustacé au monde. On ne le trouve que dans des eaux dont la température est inférieure à 6 degrés. Le crabe royal se vend 60 € le kilo, 2 fois le prix du homard. Un géant qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres d'envergure et dépasser 15 kilos. Il est gros aussi celui-là. Même taille que l'autre. La pêche au crabe royal n'est autorisée qu'à partir de la mi-octobre. 200 navires américains se tirent la bourre pour attraper les plus gros spécimens. Et tout se joue en 15 jours. Le capitaine du Silver Spray passe la moitié de l'année en mer. Né en Alaska et père de 6 enfants, Bill Prout pêche toutes sortes de crabes. Mais c'est le crabe royal qui l'a rendu riche. Oh, je déteste me faire secouer comme ça. Mais j'aime bien ce job. C'est excitant. C'est un peu comme aller à la chasse. On pêche nos crabes et on fait du pognon. En 2 semaines, Bill peut empocher jusqu'à 200 000 €, 20% de son revenu annuel. Il a recruté des marins durs au mal. Des hommes qui tiennent debout dans une mer de 3 à 4 mètres, qui supportent l'humidité et le froid. 5 degrés aujourd'hui. Bill a aussi embarqué 2 de ses fils. Sterling, 22 ans, en est à sa 4e saison, du genre pile électrique. Si on ne met pas le casier à l'eau dans le bon timing, le capitaine va être vraiment énervé. Là-haut, ça le rend fou. Dès qu'il y a le bip, le casier doit partir. Sinon, il descend et il se met à gueuler. Et puis, il y a son frère aîné, Gabriel, 26 ans, du genre à se faire charrier. Tu crois que tu vas y arriver? Allez, hein, me laisse pas tomber. Étudiant, il veut devenir dentiste. Il prend la mer pour la toute première fois. Cantonné aux tâches les plus ingrates,
et les moins physiques, comme la préparation des appâts. Les morues éventrées sont placés dans chacun des 150 casiers. Ensuite, ils sont immergés 24 heures en attendant qu'ils se remplissent de crabes. Enfin, les marins les récupèrent à l'aide d'un grappin. En seulement 2 semaines, ils espèrent remonter 47 tonnes de crabes. C'est le quota que leur a attribué l'administration américaine cette année. On ne peut garder que les mâles et on doit rejeter les petits. Ils doivent faire au minimum 17 cm. Trop petit aussi. Celui-là, il est beau. Même les plus petits spécimens ont une carapace bien trop dure pour le bec des goélands qui suivent le sillage. Les plus gros s'entassent dans le vivier du bord. Une fois débarqués à terre, les crabes seront cuits et congelés dans une poissonnerie industrielle. À bord, les journées sont longues, 15 heures par jour. Les casse-croûtes sont toujours pris sur le pouce, le crabe dégusté sans enlever les gants. On ne mange que les pattes, le corps n'est pas comestible. C'est frais, très frais. Ce crabe, c'est le meilleur. Il est 21 h, le vent a forci, 80 km à l'heure, et la mer se creuse. La température est passée en dessous de 0. Il reste une 50aine de casiers à vider. Bonne nouvelle, les crabes sont de plus en plus gros. Oh, regarde celui-là, il est énorme. Mais il y en a un qui n'a pas tenu le choc. C'est Gabriel, l'étudiant dentiste. Il s'est réfugié en cuisine. C'est juste que moi j'aime pas ça. Ça a l'air excitant comme ça, mais je préfère le travail administratif. Moi je suis fait pour un joli petit bureau, calme, bien rangé. Voilà, ça c'est pour moi. Ah, il aime pas ce travail? C'est ça qu'il vous dit? Oh, ça m'étonne pas. C'est un boulot pour les hommes, les vrais, comme moi. Ouais, mais moi j'ai un cerveau. Il est minuit passé, enfin l'heure du dîner. Le seul moment de la journée où le capitaine descend de la passerelle. Notre Père qui es aux cieux, merci pour votre bienveillance. Faites que nous attrapions beaucoup de crabes. Protégez-nous du danger et bénissez cette nourriture. Amen. Amen. Allez, prends-toi une grosse part de riz. Bill a interdit l'alcool. Ça éloigne de Dieu, dit-il. Et après Dieu, à bord, le Père c'est lui. Bon, vous allez au lit tout de suite après manger. Ouais, monsieur. Et on se lavera bien les oreilles. Ils sont comme des frères, mais de mères différentes. Est-ce que ça vaut le coup de risquer sa vie pour du crabe? Bah non. Quoi? Comment tu peux dire ça? C'est moi qui t'ai tout donné. J'ai eu plein de blessés. J'aime pas ça. Et des hommes à la mer aussi.
Ouais, une fois. Mais on l'a récupéré tout de suite. Et puis le problème, c'est qu'on vit dans un pays où il y a un tas d'avocats qui appellent les gens en leur disant « Vous avez été blessé? Super, vous allez gagner plein d'argent, on va faire un procès. » C'est votre assurance qui va payer. Sauf que moi, je paye l'assurance et à chaque fois qu'il y a un blessé, ça augmente. Ah, c'est l'arnaque. Alors moi, ce que je fais, au lieu de déclarer à l'assurance, eh ben, je paye directement de ma poche. Sinon, la prime, eh ben, elle augmente, comme ça chaque année. La dernière fois, ça m'a coûté 100 000 $. Entre les frais d'hospitalisation et les compensations de salaire. C'est moi qui ai tout payé. Et de toute façon, c'est mieux de faire comme ça. T'inquiète, on va pas se blesser. Non, je veux pas te blesser. Même par mauvais temps, Bill dort toujours sur ses deux oreilles. Les matelots se relayent toutes les heures à la barre. Quand leur quart est fini, ils dorment 2 par 2 dans 7 mètres carrés. Alors ça, c'est la cabine que je partage avec Léo. Ça, c'est ma couchette. Ça, c'est la couchette de Léo. Bon, c'est un peu le bordel. Mais c'est chez nous. Jeffrey, 48 ans, vit aux Philippines. Il vient pêcher en Alaska 6 mois par an. Ça, c'est de l'oxygène. C'est pour dormir. Sinon, ils vont tous se réveiller et me jeter leurs bottes à la figure. Parce que je ronfle vraiment très fort. Oui, personne ne peut dormir. Il fait vraiment trop de bruit. Grâce à la pêche, Jeffrey gagne 80 000 € par an. Il fait vivre aux Philippines sa femme et ses 3 enfants. Son voisin de chambrée, c'est Léo, un Fidjien qui habite Las Vegas. Un colosse de 2 mètres, un peu trop grand pour la couchette. Tous les soirs, je lis ma Bible avant de m'endormir. J'espère pour votre voisin que vous sentez pas trop des pieds quand même. C'est pour ça qu'il se fait beau le soir. Mais on s'habitue à tout. Moi, j'essaye de me laver tous les soirs. Mais ici, il y en a qui se lavent pas. Un petit peu de déodorant. C'est vraiment nécessaire? Ouais, c'est indispensable. Parce qu'on pue quand même. 5 heures de sommeil seulement, avant de remonter sur le pont. Allez, bonne nuit. À demain. Le lendemain, les profondeurs de l'océan sont beaucoup moins généreuses que la veille. La zone de pêche n'est pas bonne. Bill est de mauvais poil. Ils sont obligés de remouiller tous les casiers un peu plus loin. Mais dans la manœuvre, une bouée mal attachée va se perdre en mer. Sterling, viens ici. Depuis la passerelle, l'erreur n'a pas échappé au Pacha. Oui, À cause d'un simple nœud mal fait, on aurait pu perdre un casier tout neuf. oui, je sais, mais c'était un accident. Je m'en fous que ce soit un accident. Je te dis qu'on a perdu que la bouée. Donc il y a un problème. Et quelqu'un n'a pas fait son boulot. Ouais, mais je te rappelle qu'on devrait être en train de manger. C'est l'heure de manger, là.
Ils passent des coups de téléphone, ils discutent, ils fument des cigarettes. On vérifie pas les nœuds et on balance ça. On aurait pu perdre tout le casier à cause d'un nœud. Un casier à 1 000 $. On a perdu juste une bouée, une seule petite erreur. Il est fou. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut pas gagner de l'argent si on perd des bouées, on peut pas perdre le matériel. Oui, qu'est-ce que t'as, toi? Dans 2 ans, Sterling doit succéder à son père aux commandes du Silver Spray. Il est impatient qu'il prenne sa retraite pour être enfin le seul maître à bord. Quand les cales sont pleines, cap sur les Aléoutiennes. Un chapelet d'îles désertes et 52 volcans encore actifs. Des eaux poissonneuses où les baleines à bosse viennent se nourrir en nombre. Les hommes du Silver Spray devront patienter 48 heures dans cette baie du bout du monde avant d'obtenir une place au port. Ils débarqueront ici leurs crabes contre le paquet de billets verts dont ils rêvaient. 839 548 $. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une tradition à laquelle il ne déroge jamais. Passez une bonne nuit, en forme, les gars? Créer un menu inédit pour le réveillon du jour de l'an. Bon, hier soir, j'avais dit qu'on allait parler du 31, là, on fait le tasting aujourd'hui, hein. Gilles Goujon est 3 étoiles Michelin et meilleur ouvrier de France. À 15 jours de l'événement, voici ce qu'il a prévu. Donc l'idée de l'huître qu'on avait parlé, c'est l'huître fumée avec la perle, là. Hein. Ouais. À l'intérieur, on va faire un petit tartare. Comme dans la haute couture, tout commence par des dessins. Ces plats seront ensuite essayés, goûtés et ajustés. De jus de citron et puis d'écorce de citron, huile de noisette, ouais, et puis l'huître hachée. Et après, pour cette soirée particulière, l'assiette doit être un spectacle. Et puis notre perle par-dessus, et donc je la ferai péter en salle avec le petit marteau qu'on a là. Hein. Donc ils casseront, tac, et t'as la fumée qui va sortir. Ce jour-là, il faut que ça soit magique avec des produits, j'allais dire, d'exception, des choses qui fassent plaisir, qui soient, j'allais dire, pas exceptionnelles, ça paraît prétentieux, mais que le produit en tout cas le soit, et que nous on fasse une mise en scène avec pour un souvenir, quoi. On fait comme si le menu de la Saint-Sylvestre de Gilles Goujon est facturé 300 € par personne, vin non compris. Il ne sera jamais resservi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, chef. Bon, chacun prend ses équipiers, puis on se met là-dessus, puisqu'on en profite aujourd'hui pour avancer. Hein. Voilà. Chef. Allez, il faut que dans 3-4 heures, on soit à peu près correct pour faire le testing. Tous les produits que le chef Goujon utilise sont issus de son terroir, le Languedoc-Roussillon. L'huître de son amuse-bouche a grandi ici, dans les eaux de l'étang de Thau. Sur les 10 hectares de cette lagune, on produit 10 millions d'huîtres. Comme il n'y a pas de marée en Méditerranée, les huîtres ici sont souvent de petit calibre. Mais pas celles destinées à Gilles Goujon. Florent Tarbourièche, son producteur exclusif, a eu une idée révolutionnaire pour améliorer leur chair. Créer une marée artificielle. Grâce à un système de poulies, les huîtres sortent de l'eau chaque jour à des heures précises. Allez, on se dépêche, là, le vent se lève. Alors, allez, ça se lève, là, on va se faire. Donc là, on va voir sur la table les 12 moteurs, donc du moteur 1 au moteur 12. C'est avec un simple téléphone portable que l'on dirige tout le parc à huîtres. Avec ce va-et-vient dans l'eau, il faut 4 ans pour élever ces huîtres. 4 fois plus longtemps que pour des huîtres de Méditerranée ordinaire. Ça les oblige à faire des réserves, à faire de la résistance, à faire du muscle. Et du coup, on se retrouve au final, au bout de 4 ans, avec des huîtres qui ont des caractéristiques de chair et de muscle, comme ça. Voilà. On a des huîtres qui sont très charnues, on les voit bien ici, hein, avec un gros muscle. Et c'est dans ce muscle qu'on retrouve tous les sucres, et dans cette chair-là, qui est très épaisse, qu'on arrive à repérer toutes les saveurs, quoi, et les textures aussi, quoi. Grâce à cette invention que Florent a brevetée, il exporte ses huîtres dans une vingtaine de pays. Elles sont vendues 6 € l'unité, 30% plus cher que les huîtres haut de gamme de Bretagne ou de la côte atlantique.
Celles destinées à Gilles Goujon ont en plus droit à un traitement de faveur, une maturation prolongée. Là, on est sur un endroit un petit peu exceptionnel. C'est là où on stocke nos huîtres pour Goujon. C'est-à-dire, pour nous, les Goujons, c'est les huîtres les plus adultes, les plus qu'on laisse pendant 7 ou 8 ans. Au final, le temps, la durée d'élevage qui est très longue, finalement, ce sont des bijoux qu'on arrive à confectionner par des méthodes, par des process qui sont chaque fois différents. Ce sont des bijoux, finalement. Des bijoux que Gilles Goujon manipule avec délicatesse dans sa cuisine. Ce qu'il faut éviter, c'est de taper dans l'huître. Et oui, parce que si on met un coup de couteau dedans, l'huître se rétracte. Et après, on a une huître, voilà, là, elle est magnifique. Elle a l'impression, elle est restée dans sa coquille, elle n'a pas souffert, elle est magnifique, là. Après avoir été fumée au bois de hêtre, l'huître est préparée en tartare avec de la ciboulette, de l'huile de noisette du Piémont et de la crème fraîche. Et là, on commence à avoir des effluves là, de citron, de noisettes, d'iode. Alors bien sûr, c'est froid, donc quand c'est froid, on n'a pas des grandes remontées. Mais là, déjà, moi, je sens la Méditerranée, là. Une perle en sucre est ensuite remplie de fumée de bois de hêtre, puis déposée dans la coquille nacrée de l'huître. Allez-y, enlevez dès qu'il y a la perle, parce qu'il faut y aller vite après. Il faut que la fumée reste dedans, qu'il puisse percer. Pour la première fois, Gilles Goujon teste cette recette avec son équipe et donne les indications pour le service. Alors, en fait, là, tu annonces l'huître. Et tu demandes... vas-y. De prendre le petit marteau en main et donc de donner un coup léger sur la perle. Délicatement. Voilà, délicatement, et de sentir juste après, justement... Allez, je regarde, là, on y va. Allez-y. Je fais en premier pour voir s'il y a la fumée qui sort. Ouais. Et donc après, il faut dire au voilà, client. donc je leur demande de sentir, de se rapprocher un petit peu. Très bien. On demande de goûter la perle aussi avec. Autour de la table, le maître d'hôtel, le chef de cuisine, le sommelier. Dégustation en silence et verdict. L'acidité, il y en a assez. Moi, je pensais peut-être mettre une pointe de jus de citron de plus là-dedans, non? Oui, non? Ouais. Le plat suivant sera une coquille Saint-Jacques, juste snackée, servie avec une crème de topinambour et de la truffe noire. Ce qu'on fait, Vincent, c'est comme si on avait une Saint-Jacques. Oui. La coquille qui est là. Plus que les saveurs, c'est la présentation que Gilles Goujon veut tester. Et surtout, le bouillon va avoir ce côté un peu magique. Regarde bien ce qui va se passer. La petite peinture s'en va, donc tu te retrouves avec une Saint-Jacques toute blanche. D'accord ? Bien. Donc ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, la Saint-Jacques va disparaître. Wow, c'est magique. La composition de cette fausse coquille est un secret que le chef n'a pas voulu dévoiler. Comme une crème, il va prendre tout ça, il remue bien avec sa crème, il fait fondre la crème de corail. Et voilà, et il se retrouve avec une soupe à la truffe. Très bien. Les truffes du chef Goujon se trouvent à 10 km du restaurant, entre les vignes et les montagnes des Corbières. C'est bon pour les chiens quand c'est humide, hein. Ils sentent mieux la truffe, il y a plus de gaz qui se dégage de la terre. William Sory, pour la première fois cette saison, part chasser la truffe. Depuis 15 ans, ce maraîcher la vend exclusivement au chef Goujon. Il nous emmène dans un lieu qu'il garde secret, dans cette forêt de chênes, l'une des rares espèces d'arbres qui permet à la truffe de se développer. Fermez la clé? Ouais. Ah, on ferme la clé, la porte. Pourquoi? Ah, pour pas que n'importe qui rentre, pour les intrus. Puis c'est quand même, même si c'est une plantation, ça reste quand même un secret, quoi. Moustique, doucement. Pour les fêtes, William doit fournir à Gilles Goujon 5 kilos de truffes noires. La Melanosporum, la reine des truffes, vendue jusqu'à 1500 € le kilo. Il y en a par là aussi. Hop. Moustique, porte là, c'est bien. Oh, moustique, elle est belle celle-là. Oh, bon début. Bon début. Ouais. Ça, c'est une truffe qui fait 120 grammes quand même, c'est une belle truffe. Pour les caver, les déterrer, William peut compter sur un spécialiste, son chien Moustique. Il l'a formé quand il était encore chiot, en frottant de la truffe sur les mamelles de sa mère. Ah oui, il peut les sentir à 50, 100 mètres, voire plus. Quand le tramontane lui porte dans le nez, il peut les sentir très loin. Hop, il a eu un coup de nez, on dirait. Un expert comme Moustique peut valoir jusqu'à 3000 €.
À cette période de l'année, toutes les truffes ne sont pas encore arrivées à maturité. C'est bien, moustique, là. Tiens, tiens. Mais regardez, quand on la coupe, vous voyez, elle est vraiment pas colorée. On peut la manger, mais elle a beaucoup moins de valeur qu'une truffe noire comme on a trouvé tout à l'heure, quoi. Vous voyez la différence? Il y en a une qui est arrivée à maturité et l'autre qui n'est pas arrivée encore. Gilles Goujon n'utilise que les plus noirs. Sur les 800 grammes qu'avait ce matin, il n'en prendra que 200. Si le cuisinier veut les meilleures truffes, c'est pour sublimer son plat principal. Au pied de la montagne de Bugarache, il n'y a pas grand monde pour troubler la tranquillité des chapons de Jeannot. Ces poulets castrés sont élevés pendant 6 mois au grand air, à gratter la terre et à se faire de la bonne chair. T'as comme la peau est fine, touche, tu vois. T'as une peau qui est magnifique, c'est sublime. On dirait de la soie. Jean Prior tient un restaurant. Mais chaque année, pour son ami Gilles Goujon, il renoue avec son ancien métier, celui d'éleveur, et prépare exclusivement pour lui 20 chapons. Je ne ferai pas ça pour quelqu'un d'autre, quoi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je le fais que pour lui parce que en face de moi, j'ai un artiste. Et quand on a un artiste qui sait sublimer les choses que tu fais, c'est vrai que c'est tellement un plaisir qu'on est obligé de le faire pour lui, quoi. Le dernier mois de leur vie, les chapons le passent enfermé pour engraisser. Eux aussi ont le droit à un menu 3 étoiles. Donc, je mets, c'est du maïs concassé, et je le mets à tremper dans du lait, et je le mets à cuire dans du lait. Une polenta pour chapons exigeants, qui ne mangent que dans le calme. Mais c'est vrai qu'on ne laisserait pas rentrer un enfant ou un truc comme ça dedans. Parce qu'il ne faut pas qu'il se stresse, toujours. Il faut toujours qu'il soit calme pour pouvoir justement s'engraisser et avoir la chair la plus fine possible. Allez, venez manger, qu'après on ira chez Tonton Gilles. Chez Tonton Gilles, le chapon a cuit dans un four à braise après avoir été contisé. C'est-à-dire que le chef a glissé sous sa peau de la truffe. Voilà, donc on l'a fait aller plusieurs fois dans le four, sortie, allez, là elle sort, elle est croustillante. On voit bien la truffe, elle est bien dorée. Là, ce qui est noir, c'est pas brûlé, c'est la truffe qu'on voit à travers la peau qui sort. Voilà un beau chapon. Et là, on sent tout ce qu'on a là. On entend la musique de la cuisine, le bruit de la cuisine. La cuisine, ça chante. Pour accompagner la volaille, alors on les glace, on les termine comme ça. Ces pommes de terre en forme de sabot. Le chef se charge en personne de la découpe du chapon. Attention, il faut quelqu'un avec moi qui me tient juste la petite... C'est lui aussi qui imagine le dressage. Qu'est-ce qui est difficile, là, chef? Là, c'est de rentrer... Ce que je suis en train de faire. De rentrer le chapon dans sa cage. Le suprême de chapon sera servi avec un jus de truffe. C'est pas tout à fait ce que j'aimerais. On a des choses qui sont... Ça s'entrechoque un peu, là. On a le sabot qui cache un peu la vue du chapon. Peut-être même l'assiette. Il faut qu'on revoie le dressage. Le dessert imaginé par le chef, c'est cette boîte en chocolat remplie de petits cadeaux gourmands, accompagnée d'un sorbet agrumes, poché dans une clémentine en sucre soufflé. Vas-y. Voilà, beau sorbet mandarine. Vas-y, c'est bon. Voilà. Anthony, viens voir, là. Il ne manque plus que la touche finale. Voilà. Ouais, c'est vachement important, hein. Regarde. Alors, reviens un peu à peine un millimètre vers moi. Bouge pas. Voilà. Il vient d'enlever ça. Tac. Il défait le cadeau, en fait, si tu veux. D'accord. C'est ça le jeu que je veux. Et le client peut manger. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à rajouter là, au dernier moment, un petit truc là? Un petit jus de mandarine, c'est pas mal ça, hein? Pour le repas du 31 décembre, les 60 couverts du restaurant de Gilles Goujon sont réservés depuis 3 mois. Alors, à ce repas et à la bonne année. À l'an comme on dit ici.